Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit les journalistes, les intelligences, les compétences de mon pays. Aujourd'hui, je suis avec trois intelligences de mon pays. Nous allons parler un peu de sport, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu de football. Comme vous le savez, les Léopards nous ont fait extrêmement plaisir le dimanche passé. Nous sommes déjà qualifiés pour la CAN 2017 au Gabon, chez Omar Bongo. Ben, comme vous le savez, chez lui aussi, ça barde. Ben, je ne sais pas si cette CAN se tiendra effectivement au Gabon. Peut-être ça va se délocaliser. Nous en parlerons tout à l'heure. Et nous allons parler évidemment du dialogue. Et nous allons chuter par la rentrée scolaire. Je suis avec Oscar Bakandoa de Télé7. Bonjour Oscar. Bonjour Paulette. Bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Web. Ça va, Télé7? Tout est calme, on est là. Tout est calme. Toujours sur Start Time. Ouais. Avec Thierry Bongo, journaliste indépendant. Très heureuse d'être encore avec vous, Thierry. Encore plus pour moi, madame, parce que bon, ça fait quand même assez longtemps que je ne suis plus présenté à cette émission. Merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir donné cette occasion de répondre à cette invitation. Et une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo. Nous allons terminer par John Lungila de Congo Web Télévision qui présente, comme vous le savez, l'émission Table Ronde chaque jeudi. Très heureuse d'être encore avec vous. Merci beaucoup, John. madame Paulette. Voilà, nous commençons un peu par les Léopards. Oscar Bakandoa, votre sentiment après le coup de sifflet final de l'arbitre ce dimanche? D'abord, la joie de voir la République démocratique du Congo se qualifier d'une manière propre. La joie de voir tous les jeunes compatriotes évoluant à l'étranger venir répondre à l'appel de la nation et jouer dans un stade où tous les Congolais s'étaient mobilisés pour assister à ce match, encore la nuit même. Personne n'a su se gêner pour venir au stade et il fallait le voir. Une grande joie. Une joie également parce que nous sommes dans une opération Sokola voisin. Nous avons déjà battu, parmi les 9 voisins, nous avons déjà battu 8. Il nous reste la petite république et la jeune république du Soudan du Sud, qui sera aussi, qui passera bien sûr donc, à la chicote des léopards de la République démocratique du Congo. Mais tout ceci, on peut se réjouir, mais il faut beaucoup plus féliciter ceux-là qui ont fait à ce que tout se passe normalement. Je le disais tout à l'heure, on s'est qualifié d'une manière propre. On n'était pas dans les probabilités si, non. On a gagné presque le match important et aujourd'hui on se qualifie. Nous devons commencer par oublier ce qui s'est passé dimanche. Maintenant, il faut voir. Demain, c'est donc Gabon 2017. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous avancer ou allons-nous reculer? Mais je sais avec la détermination, avec le sens d'organisation et la gestion de tous ces acquis que nous avons aujourd'hui, je crois que M. Ibenge, c'est ça, Florent Ibenge, la fédération et tous les autres acteurs pourront faire de sorte que la République démocratique du Congo n'aille pas seulement participer, mais qu'on nous ramène ici le trophée de Gabon 2017. Et en plus de ça, vous savez, dans le temps, il y avait une certaine instabilité au niveau de l'équipe nationale. C'est parce qu'on allait chercher un entraîneur ou un sélectionneur qui vient, il parle anglais aux joueurs qui parlent lingala. La communication posait problème. Maintenant que nous avons, on dit avec des trucs de Kambingala, c'est quoi encore? Consommons congolais. Voilà. Nous avons maintenant un entraîneur local. S'il veut parler à un joueur en lingala, il lui parle en lingala, il le comprend facilement. On dit Hawaii ou tout. Tu vois? Ça fait partie aussi de la communication, c'est déjà bon. Et on voit tout le temps que M. Ibenge est resté à la tête de l'équipe nationale, vous sentez une stabilité. Et aujourd'hui, quand on fait appel à un joueur qui joue en dehors du pays, il vient répondre facilement à l'appel parce qu'on trouve qu'il y a maintenant du sérieux. Nous voulons que ça ne puisse pas s'arrêter, que nous puissions aussi être comptés parmi le grand pays de football en Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Thierry Bongo, mais je crois que nous sommes déjà compté parmi les plus grands parce que nous avons déjà remporté plusieurs coupes, si je ne me trompe pas. Moseka 73, 68, nous avons remporté le CHAN 2 fois successifs. Est-ce que vous nous donnez encore des chances cette fois-ci? Est-ce qu'on a les chances de remporter la CAN 2017 au Gabon?
Nous avons cette chance-là aujourd'hui, avec cette équipe qu'on présente aujourd'hui, soudée avec un esprit d'équipe. On a toutes les chances, il suffit juste d'insuffler l'esprit d'ambition dans l'équipe nationale, parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, l'équipe nationale a le cadre normatif le plus performant depuis ces dernières années. Parce que vous avez un ministre des Sports qui est dynamique dans les matières de football. Vous l'avez connu avec la CV Club. Il se trouve vraiment dans son élément. On a compris que Denis Kamba, il se trouve dans le costume qu'il fallait de ministre des Sports. Et ce qui veut dire que dans ce pays, quand on fait un bon casting, on peut trouver des bons résultats, n'en déplaise les tendances politiques qu'on peut se retrouver. Donc, vous avez un ministre des Sports qui se trouve dans son élément, qui donne le meilleur de lui-même. Il quitte son bureau des fois à 22h, 23h, plus tard que tout le monde, rien que pour les questions liées au sport. Il faut comprendre que l'encadrement de la jeunesse et du sport, ça prend beaucoup de temps. J'ai eu l'occasion une fois d'aller dans son bureau. Il a eu à me recevoir plus tard que 21h parce qu'il était débordé de travail. Donc ça prouve à suffisance que quand il y a des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, il y a un résultat idoine qu'il faut. Nous avons un coach, Florent Ibenge, qui devient une icône. Tout à fait. C'est une icône, Ibenge, aujourd'hui. On ne parle que de lui. Il n'y a pas un coach national qui a autant d'aura aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, sur le net, sur le net, et les Congolais, comme vous le savez, les Kino ont la facilité de surnommer. Aujourd'hui, c'est Ibenge Kojo. Ibenge Kojo aujourd'hui. Ibenge Kojo, c'est le facilitateur du football aujourd'hui. On peut le dire, parce que lui, vraiment, ses résultats sont performants. On constate qu'avec Ibenge, cette stabilité-là s'installe au niveau de l'équipe nationale. Cette confiance revient auprès des binationaux. Comment il fait d'ailleurs pour les appeler? Comment il les convainc? Est-ce que aujourd'hui, les Léopards séduisent aujourd'hui? Jouer aujourd'hui pour l'équipe nationale, c'est une fierté pour ces binationaux. C'est une réalité aujourd'hui que... Parce qu'avant, c'était assez compliqué, ils refusaient de venir. Voilà. Et je peux dire que bon, ça se relève d'un environnement global qui concerne la politique congolaise. On n'a pas suffisamment tendu de perche à notre diaspora. Ces gens sont partis, ils ont quitté le pays pour des raisons qui sont souvent pas positives. Ils repartent là-bas à l'étranger pour chercher leur vie, chercher une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et l'État congolais n'a pas suffisamment mis de pont, de perche pour leur permettre de revenir servir la nation. On devrait leur accorder plus de facilité. Je pense aux concertations nationales, il y a de cela 2 ans, on avait pensé dans une des résolutions donner des facilités. Supprimer même les visas pour les Congolais d'origine. Il y a cette question aussi de double nationalité qui doit être résolue au plan interne, en termes de constitution, en termes de loi. On doit réfléchir profondément dessus. Qu'est-ce que nous perdons à avoir des gens qui ont 2 nationalités si ces personnes servent déjà le pays et s'ils peuvent servir encore mieux le pays? Il y en a déjà. Il y en a de ceux-là, mais bon, c'est dans la clandestinité. Hein. Officiellement, la loi dit que la nationalité congolaise est inexclusive. Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir par rapport à ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la diaspora congolaise puisse contribuer à l'essor, à l'évolution de la République démocratique du Congo. Et nous voyons dans le football que ça produit des effets. Vous avez des gens comme le numéro 5, Tisserand. Ah, c'est un Congolais qui s'appelle Tisserand. C'est la première fois d'ailleurs qu'il joue. Imaginez un Congolais qui s'appelle Tisserand et qui a joué avec une ferveur nationaliste pas possible. Alors, on a senti que ce jeune homme-là pouvait porter encore plus le drapeau national que beaucoup de personnes qui s'appellent Kabongo, Mutombo, Mulumba ou je ne sais qui, Maboso et autres. Donc, ça veut dire pour nous que nous devons évoluer dans notre façon de voir la République démocratique du Congo, la façon de voir les Congolais qui vivent dans le pays comme à l'étranger. Tendons des perches, je pense qu'on peut gagner beaucoup de choses. Aujourd'hui, les joueurs de football congolais qui jouent à l'étranger avec d'autres nationalités font la fierté de ces autres nations. Surtout en Belgique. Vous regardez l'équipe nationale de Belgique. C'est le Congo bis. C'est le Congo bis. On a l'impression d'avoir le Congo bis. Nous qui sommes fans de football, nous suivons le football étranger. Nous sommes souvent très émerveillés de voir des joueurs congolais jouer dans les grands championnats du monde. Au Paris Saint-Germain, par exemple, vous avez un joueur là-bas, Matuidi, bon, on peut dire qu'il est congolais, angolais, vous avez une personne comme Kimpembe, un jeune qui vient d'intégrer l'équipe A du Paris Saint-Germain, qui est congolais d'origine. Hein? Il y a d'autres jeunes joueurs réservistes au Paris Saint-Germain qui sont des Congolais. Il y a tellement de Congolais qui jouent à l'étranger qu'il faudrait qu'on puisse revoir notre façon de voir les relations. John Ngila, ceux qui viennent là, est-ce que c'est vrai que vous êtes fan de foot? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce complexe-là entre les locaux et les pros? Comment on gère ça? Est-ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise, ces pros qui viennent? Est-ce qu'ils ne noient pas aussi les locaux qui sont là, qui se sentent, comme moi je sais, je lis beaucoup, on a dit que Babo Sani Joël si je prononce pas les mots, est-ce que ça crée pas une certaine frustration aussi envers ces locaux qui sont restés au pays? Moi je ne pense pas. Je crois que tout dépend maintenant
leadership au niveau de l'équipe nationale. Nous avons déjà un entraîneur professionnel, Florent Ibenge, qui fait très bien son travail. Il sait justifier le choix qu'il porte sur un joueur plutôt que sur un autre. Il sait l'expliquer même aux joueurs. Moi, je l'ai suivi. Il a dit que moi qui avait tout donné, à un moment donné, il était même fatigué. Même au niveau de l'équipe, on lui avait donné un petit temps pour se reposer un peu parce que Azam Mutunzo Tuesengaka, c'est pourquoi pour une rencontre aussi décisive, il fallait penser à la personne qui jouait déjà, qui avait du vent en pompe. On a préféré Tisserand. C'est vrai, on peut aller au-delà des intérêts personnels, mais on voit beaucoup plus l'équipe, c'est l'équipe nationale, c'est les Congos qui jouent. On porte le choix sur ceux qui sont prêts et bons pour apporter les meilleurs d'eux-mêmes. On a préféré Tisserand, je crois que tous les Congolais ont applaudi, mais je suis même tenté de dire que sur le plan, dans le domaine sportif, le Congo a déjà atteint son émergence. Parce que si j'ai suivi ce match à la télé, j'étais là où j'étais émerveillé de voir dans mon pays un match qui se joue pendant ces heures-là. On a même vendu positivement l'image du pays. On peut même tenter de dire qu'au Congo, on peut travailler la nuit comme le jour, il n'y a plus de différence. Au Congo, il n'y a plus ces problèmes. La SNEL peut trouver même des excuses pour dire que c'est fini, les problèmes de courant ne va plus se poser. Parce que c'est prouvé noir sur blanc qu'on a joué la nuit et les problèmes ne s'est pas posé. Moi, je crois qu'il faut encourager. Je salue ici l'initiative. Je ne sais pas si c'est la CAF qui avait demandé ou c'est la FECOFA ou le ministre des Sports. De toutes les façons, la CAF ou la FECOFA, mais il faut reconnaître aussi la volonté et la détermination de Denis Kambaye, parce qu'il pouvait aussi refuser de prendre les risques de faire jouer ce match la nuit, mais il a quand même prouvé que le Congo pouvait faire mieux et même faire plus. Je suis content, ça me rappelait la Ligue des Champions, ça me rappelait d'autres rencontres qu'on a suivies, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Une fois, on a suivi les Léopards jouer la nuit, je crois pour moi c'est la toute première fois que je puisse vivre de telles choses. Je préfère que ça puisse continuer. Et je félicite aussi les joueurs aussi, parce que les athlètes, on a vu les footballs qu'ils ont développés sur terrain. Au début, c'était difficile, mais l'atterrissage était, je dirais, joyeux et tout le monde était content. Je félicite Florent Ibenge et tous ses collaborateurs. On attend beaucoup mieux encore, comme l'a dit Bakandoa. Nous voulons aller beaucoup plus loin au-delà des objectifs que nous avons, qu'on ne s'arrête pas seulement au Gabon, qu'on voit maintenant la Russie pour que nous puissions participer aussi à la Coupe du Monde. Oscar Bakandoa, maintenant prenons un autre angle politique maintenant. Comment la RDC, qui est une grande nation de football aujourd'hui, ne parvient jamais à organiser une CAN par exemple? C'est le Gabon qui prend par exemple. Qu'est-ce qui nous manque en fait, nous, en RDC, pour qu'on organise? Ne fût-ce que le CHAN. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il y a, sur le plan technique, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, pour organiser un championnat africain, bon, comme le CHAN, Coupe d'Afrique des Nations, tout ça, il faut des infrastructures. On en manque? Oui. Ici, à Kinshasa, nous n'avons que le stade des Martyrs. Le stade du 24 novembre, ça ne compte pas? Le stade du 20 mai, ça ne compte pas? Ça ne répond pas. Du 20 mai, oui. Parce que la CAF a autorisé que certains matchs africains se jouent là-bas. C'est pourquoi vous voyez les clubs, chaque fois quand il a de matchs de Coupe d'Afrique, tout ça, on joue là-bas. Il y a, en dehors de ces deux stades, Tata Raphaël et Stade des Martyrs, si vous allez à l'intérieur du pays, il y a un problème. Au Katanga, il n'y a pas le stade de tout-puissant Mazembe, bon, c'est un stade privé, ce n'est pas le stade... Ce n'est pas avalisé par la CAF? La CAF a avalisé pour ce match-là. Est-ce que pour une compétition Coupe d'Afrique des Nations, il faut aller là-bas? Il y a le problème, par exemple, des communications. Et regardez, nous sommes ici, nous avons d'abord des problèmes de communication entre nous qui sommes ici. Mais quand il y a une compétition comme celle-là organisée ici... Avec des milliers de visiteurs, nous avons des atouts pour le faire, mais tout dépend maintenant de la politique. Si tout est organisé, parce que je ne peux pas comprendre que le Rwanda organise le CHAN. Je vois la Guinée équatoriale organiser la Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola organiser la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon, avec 1 200 000 600 d'habitants, on organise la Coupe d'Afrique des Nations. 2 fois. Pourquoi pas nous, République démocratique du Congo? C'est pourquoi nous disons, ceux qui sont là,
il faudra qu'on pense. Je crois, la fois passée, vous savez, nous avons été sanctionnés parce qu'on n'avait pas pu organiser, je crois, l'un des championnats africains, quelque chose comme ça. On avait été sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas en mesure de le faire. Alors, ce qui compte maintenant, c'est que nous devons avoir des infrastructures, des stades qui répondent aux normes internationales aujourd'hui. Par exemple, à Lubumbashi, au Bas-Congo, à Kananga, en Bujumbura, sur l'ensemble de la République. Déjà, l'initiative des stades municipaux ici, c'est déjà bon, ça donne quand même bien, mais il faudra faire plus. Pas seulement se limiter à Kinshasa, il faut aussi étendre ça, même dans les petites nouvelles provinces que nous avons aujourd'hui. Ça sera intéressant. Nous avons tous les atouts, rien ne nous manque. Ce qui nous manque, c'est seulement la volonté de le faire. Maintenant, prenons un autre aspect aussi, Thierry Bakandoa, l'émergence de cette... Non, Thierry, moi c'est Oscar Bakandoa. Thierry Bongo, merci. Thierry Bongo, l'émergence de la nouvelle élite sportive, la formation de ces jeunes-là. Est-ce que nous avons des écoles de formation comme on en voit ailleurs? Est-ce qu'il y a des formations? Comment on recrute les nouvelles étoiles en RDC? Est-ce qu'ils sortent comme ça dans le néant, comme nos politiques, on ne sait pas d'où ils viennent? C'est partout comme ça, une génération spontanée? Comment ça arrive? Il faut d'abord reconnaître que la RDC est un vivier du football africain. La RDC vous produit des talents, des génies du football sans aucune formation. Et souvent, la formation vient après. Vous avez des joueurs comme des Trésors Mputu, qui a mouillé le maillot Angeli ici sans aucune formation, mais qui a brillé au niveau international à des niveaux pas plus bien élevés. Bon, en fait, la RDC, c'est comme le Brésil. Hein. Il y a ce talent né que nous avons pour jouer au football. Maintenant, c'est que pour aller loin au niveau professionnel, ça demande justement cet encadrement technique-là dans des structures vraiment appropriées. Aujourd'hui, nous avons un grand centre de formation. Je ne fais pas publicité au Stade du Vernet. Bon, il faut maintenant trouver les conditions pour pouvoir y mettre le plus de joueurs congolais, le plus de jeunes gens pour y aller, parce qu'il y a encore beaucoup de demandes en termes d'argent pour y adhérer dans ces écoles de football. Il y a des écoles de foot ici à l'école belge, ça existe, à l'école française aussi. Mais maintenant, c'est l'accès à ces écoles de foot là qui pose problème. C'est pour ça que vous remarquerez que la plupart des joueurs congolais qui émergent à l'étranger, ce sont des talents nés qui ont été... c'est comme on le dit, dans notre pays, tout est à l'état brut. Mais il faut maintenant mettre ça faire un produit fini pour que ça puisse être potable et acceptable par tous. C'est ce qui doit être fait, je crois. Au niveau national, on n'est pas encore arrivé à ces grandes industries de transformation de ces pépites-là. Et la plupart de nos joueurs émergent parce qu'ils vont à l'étranger. Donc je crois que tout ça relève d'une politique nationale qui doit être mise en place. La politique du football doit être mise en place pour qu'on puisse permettre l'éclosion du football à tous les niveaux. Et ça commence justement par la construction de ces stades municipaux. Dans toutes les communes, dans tous les territoires, on doit avoir des stades municipaux, des aires de jeu pour que les jeunes gens puissent se mouvoir. Et on doit aussi interpeller les politiques pour qu'ils puissent cesser de spolier ou de lotir tous les espaces verts que nous avons à Kinshasa et dans les grandes villes. Parce que c'est là où naissent tous ces talents. C'est là où s'expriment tous ces talents et c'est à partir de là que ces jeunes gens apprennent à jongler du ballon, à tirer du ballon. Et demain, on espère de voir d'autres Méchac Elia comme on a tant applaudi ici. John Lungui, nous allons terminer. Le rôle de nos anciens joueurs, nos anciens pros. Où est passé Nonda Chabani, par exemple? Où est Kabongo? Où est, comment il s'appelait? Ils sont où? Parce que dans d'autres pays, par exemple, moi j'aime bien comparer, les anciens pros font des écoles, des pros sont là, participent dans leur fédération, portent leur pierre vraiment dans l'éclosion de leur football, mais chez nous, on a l'impression que nos pros, après le foot, ils disparaissent, on ne les sent plus. Moi, je sens d'ailleurs une nouvelle dynamique qui va dans ces sens-là. Déjà, quand vous descendez au niveau des clubs, vous allez à l'SV Club, et dans le staff technique, on a quand même fait appel aux anciens joueurs. Quand vous allez même à 2SMP, vous voyez les Kimoto, vous voyez les Yemwe Nimbidi, vous voyez quand vous allez un peu. On sent quand même qu'il y a une certaine dynamique qu'on développe, même au niveau de l'équipe nationale. La fois passée, on a invité... l'invité d'honneur c'était Kidiaba. Oui. C'est juste pour faire voir aux autres que ceux qui sont passés ont eu à placer la barre peut-être à un certain niveau. Vous êtes là, il faut donner peut-être le meilleur des moments pour aller au-delà. Qu'est-ce qu'ils apportent maintenant dans le foot? Je sais qu'ils ont déjà assez donné, ils ont mouillé le maillot comme on dit, mais après, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent apporter quelque chose
de palpable pour le foot congolais. congolais. C'est de comprendre aussi les rôles qu'ils doivent jouer. Hein, parce que quand vous suivez Santos Mutubile, vous suivez tout le reste. Moi, je n'aimerais pas que nous puissions, la fois passée, même quand on n'a pas, Ibenge n'avait pas sélectionné Trésor Mputu, et il est passé partout dans les médias pour, excusez-moi, se mettre même à insulter l'entraîneur. Il donnait peu de chance même à ces préoccupés qui étaient retenus pour aller jouer dans des compétitions. Ce sont des choses qu'il faudrait décourager. Vous passez par l'équipe nationale, sachez aussi que les autres viendront. Il faut vous adapter. Vous pouvez aussi non seulement être l'équipe sur terrain, mais vous pouvez, hier vous étiez sur le terrain, aujourd'hui vous pouvez participer autrement à travers des conseils, hein, à travers des encouragements de ceux qui sont là, qui sont en train de jouer. Moi je crois que c'est à l'équipe, au staff technique de mieux définir le rôle des anciens joueurs. Est-ce qu'ils ont des associations d'anciens joueurs dans ce pays? Moi je pose la question. On avait déclaré l'offre, je crois que c'était l'année passée, on devait organiser la CAN I-17 je crois, mais à la dernière minute, on a décliné l'offre parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'il n'y a pas que les infrastructures sportives qu'il faudrait en avoir. Il y a des hôtels, il faut y penser. La ville comme Kinshasa, il faut le moyen de transport. Vous voyez nos Transco, vous voyez nos caches qui sont là. Est-ce que sommes-nous prêts à recevoir autant de supporters qui viendront de tout le pays d'Afrique pour participer dans une compétition africaine? Moi, je crois peut-être qu'on n'est pas encore prêt pour faire la honte de notre pays. Prenons le temps, je crois on est en train de jeter de base pour enfin rivaliser le Rwanda, parce que dans une compétition, il n'y a pas que le match qui va se jouer sur terrain, mais il y a aussi d'autres aspects que vous pouvez promouvoir, comme on a vu le Rwanda, comme on a vu au Gabon, un peu comme on voit un peu partout ailleurs. Moi, je crois que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, travaillons encore, prenons le temps qu'il faut. Nous sommes vraiment à la fin, mais moi, j'aimerais... est-ce que nous rivalisons nous-mêmes notre sport? Est-ce que nous vendons très bien les léopards, nous-mêmes, journalistes ou la nation? Est-ce qu'il y a des clubs, des fans des léopards, tout ça? Est-ce qu'on achète nous-mêmes les Moi, je regarde, il y a des jeunes supporters qui portent les maillots des autres, qui achètent pour soutenir. Est-ce qu'on le fait, nous? Bien, on le fait, nous. Moi, je ça s'est fait, sauf qu'il y a un certain désordre à ce niveau-là. C'est ça. Il y a la FECOFA qui fait... pratiquement, par exemple, Oscar, sans te couper, j'ai vu les gens porter des maillots des léopards dimanche. Voilà. Ça s'achète tous, ces maillots-là. Voilà, qui fabrique ça? C'est fabriqué par les Chinois. Il y a d'abord la FECOFA qui vend les barreuses de la République du Congo, donc de l'équipe nationale. Ok. Et maintenant, comme vous savez que c'est dans le monde des affaires, les gens font des commandes en Chine, ils amènent ça pour concurrencer ce que la FECOFA vend. Vous pouvez avoir, par exemple, si la FECOFA vend la vareuse à, c'est un exemple, à 10 $, vous pouvez aller acheter ailleurs à 5 $, à 2000 francs, à 3500 francs. Ça dépend. Alors, les histoires là, ils sont là, il y en a presque partout. Mais quant à vendre l'équipe nationale, quant à vendre les léopards, quant à faire la grande promotion de notre foot, cela revient à la politique sportive de notre pays. Est-ce que cette politique-là, nous la respectons? Il y a la loi sur les sports ici qui a été votée, je crois, il y a 5 ou 6 ans aujourd'hui. C'est Jeune Kabongo Jeune Kabongo, ancien international de notre pays, qui est aussi dans le club. Non, il est dans une association là, des anciens joueurs, hein, des anciens internationaux de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut un effort. Vous savez, la venue, par exemple, Aziz Makoukoula, aujourd'hui, au niveau du staff technique de l'équipe nationale, c'est lui qui est aujourd'hui en train de convaincre tous les jeunes gens là, comme des Tisserands, qui connaissaient Tisserand ici, Mabouati et les autres là, c'est une bonne campagne qu'on fait pour convaincre ces jeunes là de revenir jouer pour l'équipe nationale. Parce qu'ailleurs, la Belgique, vous savez pourquoi d'abord Aziz Makoukoula n'a pas pu jouer pour la République démocratique du Congo? Il a Aziz Makoukoula, qui est aujourd'hui, c'est l'ambassadeur. Ah oui. À l'époque. Oui. Aziz a accepté de jouer pour le Portugal. Il a joué combien de matchs? Et après, jusqu'à ce qu'il a terminé sa carrière, il n'avait jamais joué. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comprendre à tous ces jeunes-là. Non, il faut venir jouer pour l'équipe nationale, votre propre pays. Quand on ne veut pas, par exemple en France, oui, c'est pour une grande promotion. Et quand on verra que non, quand on vous suce, c'est fini, vous êtes resté vide, on vous abandonne. Quand vous jouez bien, on dit par exemple l'international français.
Quand vous jouez très mal là, peut-être vous avez marqué contre votre camp. Oh, les Franco-Congolais. Ah, vous voyez les alors, il faut que cette campagne continue, qu'on convainque nos jeunes gens à venir jouer pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Jouer chez les autres, oui, c'est bien, mais chacun de nous a ses origines. Ok, nous sommes maintenant, nous prenons notre titre, notre thème, mesdames et messieurs, ben c'est le dialogue. Voilà, nous y sommes. Nous lisons Thierry Bongo, des menaces à tout bout de champ. Chacun menace de quitter le dialogue. Aujourd'hui, c'est la Senko, c'est la diaspora qui menace de quitter. Qu'est-ce qui se passe, vous qui allez là-bas, qui voyez un peu, qui couvrez un peu ces dialogues? Est-ce que ça se tient vraiment, ces dialogues? Quelle est l'ambiance qui se tient, Oscar Bakandor? Je commence par toi parce que tu y es. L'ambiance est bonne là-bas aujourd'hui? Bien. Vous savez, je voulais ajouter une chose. Hein. Vous savez, le dimanche, vous étiez au stade où vous regardez le match? Non, à la maison. À la maison. Il y avait une ambiance là. Tous se retrouvaient dans l'équipe nationale. Léopard. C'est ça l'ambiance qui peut aussi aujourd'hui régner au sein de la classe politique. On se reconnaît d'abord tous Congolais. On parle Congo. Donc, en ce qui concerne le dialogue, je crois que ceux qui ont accepté d'y aller, ils se retrouvent, c'est une bonne ambiance, parce que, vous voyez, l'opposition, majorité, tout ça, ce sont des termes qu'on utilise pour distraire la population. Est-ce que la population a besoin de manger l'opposition ou de manger la majorité? Non. Mais quant à l'ambiance, elle est bonne, il n'y a pas de tension, les gens se retrouvent comme par le passé, mais vous avez dit tout à l'heure que la Senko menace. Non, la Senko ne menace pas. Il a dit s'il n'y a pas d'inclusivité, c'est la même chose avec la diaspora. J'ai ce communiqué ici de la conférence, et le communiqué d'aujourd'hui, c'est M. l'abbé Cholet qui me l'a donné. Alors, la CENI, plutôt pas la CENI, la Senko dit au 4e point, bon, il a déjà évoqué les conditions, ces conditions justifient la participation de la Senko à ces forums par son délégué. Maintenant, en gras, la Senko ne pourra pas maintenir sa participation à ce dialogue si le respect de ses exigences fondamentales n'était plus assuré. Okay. Alors, c'est-à-dire que la Senko ne menace pas. Donc, elle a trouvé que tout a été assuré, c'est pourquoi elle se retrouve là-bas. Si toutes ces conditions ne sont pas respectées, c'est à ce moment-là qu'elle peut décider de quitter le dialogue. Alors, tout à l'heure, là, j'y étais. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer le processus électoral. Monsieur Nanga Corneille est donc c'est le grand invité là-bas. C'est lui qui va expliquer. Peut-être il va dire tout ce qu'il a déjà dit ici parce que ça ne sera pas possible qu'on ait des élections cette année. Et je crois que tout le monde doit retenir ça. Ça ne sera pas possible qu'on ait des élections au mois de décembre ou tout ça. Alors c'est pourquoi ils se sont retrouvés là-bas pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Après 19 décembre, on va faire quoi? C'est ça le compromis qu'on va trouver là-bas. Il n'y a pas autre chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, non, nous voulons participer. Vous allez participer pour dire quoi? Pour faire quoi? Parce que ce qu'il faut faire, on sait déjà ce qu'il faut faire. Les gens s'entretuent, les participants sont passés de 200 à 280. Pourquoi? Donc demain, on va encore dire, bon, avant le 14, peut-être, on va dire non, on passe de quoi? De 280 à 300, à 500. Pour faire quoi? C'est l'essentiel. L'essentiel, je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faudra qu'on réfléchisse, qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire après. C'est ça ce qui doit être fait. Thierry Bongo, bon, le processus Corneille Nangaa va passer pour expliquer, et d'ailleurs c'est clair, mon ami Oscar l'a dit, il n'y a pas d'élection, donc maintenant on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer après le 19 décembre. Mais le G7, le MLC et les autres, comme sur leur position, il faut le respect du délai constitutionnel. Comment maintenant gérer ce couac-là, cette divergence qui semble vraiment inconciliable aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas aussi de la surenchère politique? Est-ce que ces politiques-là ne mettent pas aussi en péril la RDC parce qu'ils veulent obtenir quelque chose qui n'est pas faisable? Non, je pense que impossible à ce stade, c'est pas un mot qui est approprié. Sinon, si on est conscient que c'est impossible, pourquoi ces gens se réunissent là-bas? Je crois que, à mon sens,
il y a des possibilités, il y a des voies de sortie qui doivent être recherchées par les gens qui vont au dialogue. Non, mais pour les élections, c'est impossible. C'est vraiment pas faisable cette année. Pour les élections, moi j'ai suivi quelques propositions. Certains parmi eux disent qu'il y a possibilité d'utiliser l'ancien fichier électoral, par exemple. Mais qui est corrompu, qui est morts. On peut utiliser l'ancien fichier électoral qui peut être toiletté sans qu'il y ait ce grand nettoyage que demande la reconstitution d'un autre fichier. C'est une option politique à lever. On peut accepter, voilà, bon, ça va, étant donné que pour ceux qui pensent que les élections, ça doit se faire contre Kabila, et parce que Kabila ne doit pas être candidat, il ne doit pas être là, il ne doit pas être après le 19 décembre. Pour eux, l'alternance, c'est ça. Allons avec l'ancien fichier, puisqu'il ne sera pas candidat, faisons les élections, puisqu'il y a des Congolais dans ce fichier électoral-là. C'est une option, je ne dis pas que c'est la meilleure. Il y a d'autres options. Il y a d'autres personnes qui ont proposé qu'on puisse aller dans ce qu'on appelle un nettoyage du fichier électoral. Hein, au lieu de faire recomposer tout un nouveau fichier électoral comme le propose la CENI aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre l'ancien fichier, le nettoyer, je ne sais pas par quelle méthode, certaines personnes disent qu'il y a des méthodes scientifiques, technologiques actuelles qui peuvent permettre cela, le nettoyer et tirer de cela un nouveau fichier qui sera consolidé. Ça prendra moins de temps. Ça prendra moins de temps, on peut aller au-delà du 19 décembre. Mais si on fixe la date des élections peut-être le 20 mars 2017, ça vous donne une borne qui est plus acceptable comparativement à l'inconnu que présente après le 19 décembre aujourd'hui. Donc je crois que là où les Congolais sont ensemble pour réfléchir, on peut toujours trouver des solutions. Je ne pense pas que dans ce pays, il y ait si peu de compétences, il y ait si peu de gens intelligents pour comprendre les enjeux de l'heure. Je suis sûr et convaincu qu'il existe encore des patriotes dans ce pays qui peuvent se mettre ensemble, réfléchir tête froide et décider du sort des Congolais avec la meilleure probabilité possible. J'ai foi à ce que là où les Congolais se réunissent, il y a toujours des bonnes solutions. Il y a toujours des bonnes solutions. Je vais revenir, s'il te plaît, avec la déclaration de la CENCO. La CENCO est claire. Mon confrère ici n'a pas rappelé les conditions de la CENCO. Le dialogue inclusif. On a l'impression que les discours sont les mêmes. Depuis que le dialogue a commencé, tout le monde dit la même chose. Est-ce que donc on veut un dialogue inclusif. Il faut que ce soit le plus inclusif possible. Le gouvernement doit faire continuer avec nous félicitons le gouvernement qui fait des efforts pour assouplir, comment ils disent encore, décrisper le climat politique actuel. Ils doivent continuer encore le plus bel. Le dialogue doit respecter la Constitution. Le dialogue doit respecter... Ce sont les mêmes slogans. Et je crois que les personnes qui tirent la sonnette d'alarme sur ça veulent mettre des bornes à l'esprit liberticide que peuvent prendre certains Congolais, certains politiciens. Nous sommes d'accord avec vous. Nous devons dialoguer. Parce que c'est, comme l'a dit la voie royale, parce qu'on ne peut pas prendre un problème et le résoudre de manière isolée. Nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir ensemble parce que ce problème nous concerne tous. Nous devons dialoguer, mais restons dans un cadre. Dans un cadre. Vital Kamerhe l'a dit, John Lungila, il sortirait de ce dialogue si on touche à la Constitution. Bon, maintenant, de toutes les façons, cette Constitution sera violée, d'une façon ou d'une autre. Pas proprement, ni pas proprement, mais ça sera violé. Maintenant, si Vital dit ça, et les autres. Quand il parle de la violation de la Constitution, il faut... C'est quel article? C'est ça quand on parle de cette violation-là. Ça sera à quel niveau? Est-ce qu'on l'a suivi à l'ouverture? Amir a été clair. Si peut-être pour accorder à Kabila un troisième mandat, c'est aussi une violation de la Constitution, est-ce que c'est de cela que Vital Kamerhe parle? Quand il dit violation, est-ce qu'il table sur ça? Mais lui-même a reconnu, Vital, qu'on ne saura plus faire les élections dans le délai constitutionnel. Et il a fait des propositions, je cite juste une, on peut réviser partiellement le fichier électoral, mais malgré la révision partielle, ça va prendre selon lui 8 mois. Oui. Donc on va dépasser les délais de 5 mois. Donc qu'on le veuille ou pas, les délais constitutionnels ne sera pas respecté. Ça, c'est tout le monde est d'accord et personne ne peut le refuser. Maintenant, ici, il faut examiner, évaluer les revendications, les menaces que font les uns et les autres. C'est pas de la surenchère, tout simplement aussi. Parce que toutes ces menaces, c'est maintenant au niveau des discours. Ce n'est plus au niveau des actes ou des actions. La diaspora même, la diaspora aussi menace de claquer la porte si l'inclusivité n'est pas respectée. La CENCO rappelle l'inclusivité. La CENCO est consciente que l'inclusivité, ce n'est pas par rapport à ceux qui sont présents, c'est par rapport aux absents. Et qu'est-ce que la CENCO n'a pas fait pour ramener les absents au niveau de la table de négociation? Donc, si la CENCO veut l'inclusivité, elle doit s'adresser pas aux organisateurs du dialogue ou aux participants
au dialogue, mais plutôt au rassemblement, et Tshisekedi et le reste. Nous avons même suivi le MLC, par exemple, quand il dit « je ne viens pas au dialogue, je ne viens pas au dialogue ». Moi, quand je fais l'analyse, je comprends tout de suite que tout dépend de Jean-Pierre Bemba, qui doit dire « oui, allez, n'y allez pas ». On a vu l'importance qu'on a portée sur Etienne Tshisekedi. On parle même de pot de vin qui a circulé pour convaincre Tshisekedi à venir. Vous rappelez-vous de tout ce qu'on a dépensé comme argent, comme temps pour convaincre Tshisekedi à venir. Si tel n'a pas été fait pour le MLC, n'attendez pas Jean-Pierre Bemba accorder à ses délégués de venir participer à ces dialogues. Je remonte encore la filière avec l'opposition républicaine, avec Kengo par exemple. Kengo qui a dit qu'il n'est là pas comme membre de l'opposition républicaine, mais comme institution. La nuance, voilà, on joue avec les mots là. Parce qu'on a réservé aussi quelques places pour les personnalités. Je crois qu'il vient en tant que personnalité, mais c'est une hypocrisie, ce n'est pas correct. C'est normal. Parce que Kengo est aux institutions au nom d'une plateforme. Je crois que jusque-là, il est au Sénat parce qu'il y a eu dépassement des délais. On ne savait pas faire les élections. Mais si Kengo agit aujourd'hui, ce n'est pas en tant que beaucoup plus Sénat, mais en tant qu'autorité morale de l'opposition républicaine. Et si Kengo menace de quitter le BAC parce qu'il n'est pas d'accord avec la nomination de Vital Kamerhe. On a décidé de façon unilatérale, mais on devait décider, on devait prendre qui? Parce que Kamerhe qu'on a pris, c'est un opposant comme lui. On devait prendre qui à la place de Kamerhe? Je crois que c'est là où aussi se pose le problème. Mais le plus important aujourd'hui, Madame Paulette, c'est pas l'ambiance ou le climat qui règne. Tout ce qui s'est dit au niveau du dialogue, c'est pour justifier. C'est une façon de répondre, de rassurer ceux qui sont dehors, que nous ne sommes pas ici pour accompagner la politique de la majorité présidentielle, mais nous sommes ici pour parler du problème qui concerne le pays. Et donc, vous pouvez aussi venir parce que nous, on peut, à tout moment, on peut claquer la porte, on peut sortir si on constate qu'on va dans le sens de violer la Constitution pour faire asseoir Kabila après 19 décembre. Kabila ne partira pas après le 19 décembre 2016, mais il faut penser comment l'après 19 décembre avec Kabila. Il va y rester en tant que qui et pourquoi et avec qui. C'est là où se pose le problème. C'est là où revient la problématique de la transition. Et nous ne pouvons pas en vouloir à ceux qui sont au dialogue. Si on parle par exemple de Kamerhe Premier ministre, il sera Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Là où tout le monde sera société civile, opposition, majorité, ça ne sera pas un gouvernement de Kabila. Et au nom de ces gouvernements de transition d'union nationale, Kamerhe ne va pas pécher. Parce que là, ils ne vont pas aller appliquer la politique de la majorité, mais ça sera pour appliquer, organiser les élections dans un délai décidé et défini pendant le dialogue. Donc c'est aux autres de voir comment revenir sur la table de négociation. J'apprends déjà que le G7 pourrait aussi revoir sa position pour venir au dialogue. Moi, je les encourage. J'encourage même Tshisekedi aussi à revenir sur la table de négociation. Après le 19 décembre, Oscar Bakandoa, le président Kabila, qu'on ne se voile pas la face, sera hors mandat. Prévoyez un peu, officiellement. Comment ça va être géré la République après ce 19? Si ce dialogue se conclut ou se conclut pas, comment ça va se gérer? Le dialogue ira jusqu'au bout. Même sans Tshisekedi d'ailleurs, on se pose la question. Le dialogue ira jusqu'au bout. Sans Tshisekedi? J'ai dit le dialogue ira jusqu'au bout parce que ça commençait depuis le 1er septembre. Et jusqu'au 14 ou 15, le jour de la clôture. On est en train de préparer l'après 19 décembre. La CENI a déjà donné sa position par rapport au 19 décembre. La Cour constitutionnelle a déjà donné sa position par rapport à la date du 19 décembre. Voilà pourquoi les concertations, je voulais parler de concertation, le dialogue national inclusif est là pour avaliser. Vous vous rappellerez, M. Nanga Corneille, président de la Commission électorale nationale indépendante, vous avez dit, on aura le calendrier après le dialogue. Mais je vous pose la question, s'il vous plaît, Oscar Bakandoa, si Tshisekedi, puisque c'est lui qu'on veut voir dans ce dialogue-là, puisque c'est vraiment, la balance, en fait, c'est entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Si M. Tshisekedi ne se présente pas dans ce dialogue, qu'est-ce qui va se passer? Le dialogue se tiendra, mais on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs, on ne refera pas un autre dialogue parce que
certains composants qui pèsent dans ce pays, qu'on ne se vole pas la face, vous voyez déjà, comme, ils drainent des millions, je dirais pas fidèles, mais des sympathisants. Alors si lui n'est pas là... On a toujours dit au grand mot, grand remède. Tout est fait, tout est en train d'être fait, parce que le travail que M. Kodio est en train de faire, vous vous rappellerez, il avait dit au début, on ne peut pas aller au dialogue sans UDPS. Il l'a dit. Il l'a dit. Et aujourd'hui, M. Kodio qui est récusé par le rassemblement, il organise le dialogue. Il est là, il le préside. C'est-à-dire qu'il a des assurances. C'est-à-dire tout est fait peut-être que pour qu'on oublie Tshisekedi. Mais lui-même ne se rend-il pas compte qu'il risque d'être oublié comme à chaque occasion, à chaque fois. Aujourd'hui, la communauté internationale qui tient à ce que ce dialogue soit inclusif attend des résultats du dialogue qui seront donc proposables à tous. Parce que toutes les décisions qui seront prises là-bas, ça ne sera pas pour un camp. Non, non, c'est pour tout le monde. Et la communauté internationale se mobilise pour ça. Kodio se retrouve dans sa peau. Il a l'appui de tout le monde. Sinon, s'il était gêné, il allait dire non. Je rends le tablier et je m'en vais. Et il est là, il le tient. Il a même dit qu'il y avait déjà des accords secrets. Ah, ces accords-là, Félix a dit qu'on lui brandisse ça. Hein, parce que ça, c'est révélé. Qu'on lui brandisse ces accords. C'est ça aussi qui tique ou qui fait tiquer. Maintenant, ça fait partie des préalables. Nous allons faire le dernier tour de table, nous allons parler comme l'accord secret. Nous allons parler en fait du mot d'ordre du rassemblement par rapport à la rentrée scolaire. C'est vraiment le dernier tour de table. C'était une bonne recommandation selon vous qu'on mêle un peu l'éducation dans ce combat politique. Pas de rentrée, journée école morte pour ce lundi. Je dis que c'est une erreur monumentale de stratégie de la part du rassemblement que de mêler les revendications sociales aux préoccupations politiques. Parce que vous savez, les parents préparent la rentrée scolaire depuis, je crois, la clôture de l'année scolaire précédente. Les parents se préparent par rapport à ça, ils font des sacrifices, et ils dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. L'école, c'est tout un calendrier, et dont le premier jour, le jour de la rentrée, fait partie. On ne peut pas mêler les revendications politiques, totalement politiques, à des questions d'ordre social et uniquement social. Mais vous avez compris quand même la réponse parce qu'on doit gagner le temps, je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, on doit faire le dernier tour de table. Vous avez vu la réponse de Félix Tshisekedi par rapport à cette question. Il a dit, et ceux qui ont pris en otage les élèves lors de la guerre de 2006, en fait, il ne peut pas citer un mauvais exemple. Il a dit, et pourquoi eux, on ne les condamne pas? Parce qu'eux aussi avaient pris en otage. Vous vous rappelez, en 2006, les élèves étaient à l'école, surtout ceux qui étaient à la Gombe, étaient pris en otage pendant 2-3 jours. Il a dit, est-ce que eux vous les condamnez pas? Et moi qui ne propose, ne fût-ce qu'une école morte, vous me condamnez? Moi, je crois que je serais peut-être trop dur avec l'IDPS ou avec Félix. Il ne faudrait pas que Félix se comporte ou l'IDPS se comporte comme les Boko Haram qui ont pris en otage le lycéen. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi. Et il faut éviter de prendre de mauvais exemples pour justifier ce qui n'est pas bon. Quand on a péché dans l'option, le choix de stratégie, il faut le reconnaître. J'ai suivi Djongo, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce qu'on voulait revendiquer les conditions sociales des enseignants. C'est quand même... Vous comprenez tout de suite. Ils ont compris, en fin de compte, que c'était une erreur des stratégies. Il faut le reconnaître. Je crois que, sincèrement, ils doivent le reconnaître. Mais la deuxième des choses que je voulais relever ici, tout s'est fait aujourd'hui dans le sens de faire ces dialogues sans Étienne Tshisekedi. L'inclusivité de ces dialogues... Est-ce qu'eux ne se rendent pas compte qu'il sera encore absent cette fois-ci pour ce dialogue? Il en est conscient parce que le rôle que Tshisekedi pouvait jouer, c'était de permettre, au début, vous rappelez-vous, la majorité, Mende le disait, que ces dialogues étaient entre Congolais. C'est les Congolais qui devaient se mettre autour d'une table pour discuter des problèmes du Congo. On n'avait pas besoin d'une mainmise de la communauté internationale. Et à travers Tshisekedi, en travers Tshisekedi, vous avez vu la communauté internationale a trouvé des réponses à ces revendications. Elle a la même mise aujourd'hui sur ces dialogues avec ou sans Tshisekedi. Mais la communauté internationale, elle est là présente. Ils vont discuter, l'inclusivité sera définie au niveau des résolutions qu'on va prendre et qui sera imposable à tout le monde, même aux absents. Oscar Bakar, c'est vrai qu'Étienne Tshisekedi, bon, par rapport à la rentrée, je poserai la question, mais c'est vrai qu'Étienne Tshisekedi est incontournable, qu'on le veuille ou pas. Hein.
On a fait les concertations sans lui, on a fait... mais on retourne toujours sur lui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que... élections en 2006 sans lui. On n'a pas l'impression qu'on retournera encore vers Tshisekedi, même après ce dialogue? Bien, je vais répondre à votre question, mais je sais que le 1er septembre, lors du lancement des travaux du dialogue, M. Kamere avait demandé 3 jours, le week-end, pour aller pêcher les gros poissons. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il a ramené ces gros poissons-là, oui ou non, je ne sais pas personnellement. Alors, Tshisekedi, c'est une icône. C'est ça. Aujourd'hui, si tu veux devenir opposant, il faut être à côté de Tshisekedi. Si tu n'es pas avec Tshisekedi, tu n'es pas opposant. Tshisekedi pèse dans ce pays. Il y a des thèses de doctorat sur cet homme-là. Pourquoi tout le monde parle de Tshisekedi? C'est ça la grande question. Pourquoi on parle toujours de Tshisekedi? Pourquoi ils ne veulent pas faire peut-être ce dialogue-là sans Tshisekedi? On veut qu'il soit là. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire le jour. Nous sommes vraiment à la fin. Oui. Est-ce qu'on ne retombera pas sur lui, même après ce dialogue? On va recourir à lui. À la fin, tout est possible. Voilà, tout est possible, mais par rapport à la rentrée, je vais que Oscar aussi, je crois que vous êtes contre aussi cette recommandation des rassemblements par rapport à la rentrée. Ce n'était pas une recommandation du rassemblement. D'abord, la rentrée scolaire, même si c'était le MLC, le PPRD, l'UNC qui avait demandé aux gens de ne pas aller à l'école pour les conditions des enseignants, tout le monde allait accepter. Donc ce n'est pas question de ceci ou cela. On sait que les enseignants ne sont pas dans des meilleures conditions. Nos enfants n'étudient pas dans des meilleures conditions. Si c'était venu de quelque part, tout le monde allait accepter. Parce que si vous posez la question à un enseignant d'une école publique, combien il touche? Mais les enfants vont à l'école. Il y a aussi le médecin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Je crois que nous sommes à la fin. Merci aux compétences de mon pays d'avoir répondu présent à ce numéro. Merci à vous, chers téléspectateurs, fidèles en tout cas de cette émission Web Presse. Et vraiment, un gros coucou aux journalistes, de Journalistes en Action. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs. Nous allons dialoguer entre nos journalistes le mercredi prochain. Inch'Allah.